Adieu La Paz et son tohu-bohu. C'est parti pour 250 km de route droit au sud, au travers de la Bolivie et des hauts plateaux, avant de rejoindre le départ de la piste. C'est l'occasion de faire connaissance avec la Pijo, qui affiche ses 450 000 km au compteur. Ah oui, la main dehors, c'est la jauge de température pour le moteur. Humberto, notre hombre medicinas, s'arrête souvent face au vent afin de lui rafraîchir les idées, au moteur, et de lui faire partager un peu de nos réserves d'eau. Comme ça, pas de jaloux. Et pour repartir, quoi de plus simple que de se faire pousser? Viva Sudamérica! La piste, donc, s'enfonce vers les salars de Coipasa, puis d'Uyuni, la Laguna Colorada, avant d'atteindre le Chili et San Pedro de Acatama. Nous voilà donc partis, avec tout notre équipement entassé dans le trailer, y compris la cantine, les casseroles, les fourneaux, les tentes, les réserves d'eau, les œufs et les spaghettis et la sauce tomate. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, Agnesa, l'italienne, en plus d'être une bikeuse émérite, sait se transformer en une cuisinière hors pair. Aussi ingénieuse à nous concocter sa spécialité nationale al dente qu'à organiser sa cuisine dans les lieux les plus surprenants qu'on puisse imaginer. Abri sous roche, vieille bâtisse de berger, ruines ou bien encore le trailer. Il faut dire qu'on avait l'œil. Eh bien, il n'y aura jamais un seul grain de sable dans son potage, servi toujours chaud, quoi qu'il arrive. Du Pullman grand cru, quoi. Bonjour, bonjour. Bon provecho. Ces 15 premiers jours, passés à des altitudes plus ou moins élevées, à faire des efforts mesurés somme toute, nous auront permis de nous acclimater progressivement à l'altitude et de permettre à nos organismes de fabriquer le surplus de globules rouges indispensable si on veut éviter le mal aigu des montagnes. Enfin, en principe. Eh ben, moi, j'essaye de faire attention à tout le petit groupe. Bon, c'est vrai particulièrement à Françoise parce que c'est mon amie. Mais donc, quand j'ai senti que ça allait pas, je me suis arrêtée. Et puis voilà, j'ai obligé à lui donner du coca pour la montagne. Et puis marcher un petit peu et se concentrer sur la respiration. Jacques Donadieu, vous êtes médecin généraliste, mais aussi un grand sportif, adepte du VTT. Vous rentrez justement d'un raid dans le désert d'Atacama au Chili. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le mal aigu des montagnes? Le mal aigu des montagnes, qu'on appelle communément le MAM, qui est dû donc à une hypoxie due à l'altitude par une diminution de la saturation en oxygène du sang. Alors, les deux grandes conséquences sont des conséquences pulmonaires et des conséquences cérébrales. Donc, il y a une prévention active qui est l'acclimatation à l'altitude. À partir de 3000 mètres, il faut monter normalement par des paliers de 600 mètres par jour, sur 3 à 4 jours, pour arriver donc 5000, 5400 mètres sur 3-4 jours. Ça, c'est l'acclimatation donc active, avec également aussi le fait qu'il faut boire beaucoup, 2 à 3 litres d'eau par jour. Se dire qu'à ces altitudes-là, il faut diminuer sa puissance maximale au moins de la moitié par rapport à la mer, c'est-à-dire aller doucement, monter très doucement. Et grâce à ça, avec l'acclimatation, l'hyperventilation, le fait de boire beaucoup et cet effort qui est de moitié, je pense que l'acclimatation se fait sur 90% des individus. Le mal des montagnes peut se caractériser de différentes façons. Si tu veux, tu peux avoir tout de suite des malaises, des nausées, tout ça. Mais ce qu'il y a aussi, il peut être assimilé au mal des profondeurs. C'est-à-dire qu'à certains moments, tu as une espèce de dédoublement de personnalité. C'est ce qui vient de m'arriver un petit peu. J'étais comme si je me regardais en train de pédaler et que c'était pas moi, quoi. J'étais en deux parties. C'est donc un sentiment assez étrange parce que t'as l'impression de te regarder pédaler, mais que toi tu es ailleurs. C'était un peu spécial. Tu sens ton corps. T'as un peu comme on peut avoir l'ivresse des profondeurs.
C'est magique, n'est-ce pas? Un peu de musique et on décolle. Et ça descend, et ça monte, et ça descend. Oh là là, à droite. Qu'est-ce que c'est beau. Dans le Midi, on parle de rompicu. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire mal au cul probablement. Alors, hier on était dans le sable, on avait mal aux jambes parce que ça pataugeait. Aujourd'hui on est sur une piste et on a mal au cul parce que ça fait des petites bosses. Tous les 30 cm, j'ai calculé. Alors le ripio qu'on vient de faire, presque toute l'Amérique du Sud, il y a une route qui est la suite de la panaméricaine, ce qu'on appelle la panaméricaine. En Amérique du Sud, c'est souvent en ripio, c'est ce qu'on vient de voir, cette espèce de cailloux ondulés avec à force que les camions passent. Et toutes les 30 cm, comme tu disais, ça secoue. Et c'est vraiment infernal. Et ça va normalement jusqu'à Ushuaia. Ripio. Rien que ce nom nous fait frémir, vibrer, souffrir. Il nous ébranle encore comme il ébranla notre détermination à vouloir pédaler, avancer, continuer coûte que coûte. Trouver la bonne trace, la moins pénible, se faire léger et véloce dans le sable. Devoir poser le pied à terre, marcher, avancer, scruter la piste au loin, dans l'espoir qu'elle redevienne roulable, quitte à frémir, vibrer, souffrir, sous les coups de butoir de l'infini ripio. Donc 17 km. À 17 km d'ici, la route fait une fourche comme ça. Il y a une fourche là qui ne nous avait pas été signalée initialement. Alors au fur et à mesure qu'on avance sur la piste centrale, sur le camino central, il y a des pierres comme ça marquées avec des chiffres jaunes. Donc ce qui me ferait dire que la piste centrale, c'est celle de gauche. Mais vu notre axe où on doit aller, c'est pas sûr que par contre on soit pas obligé d'aller à droite. Donc on va réfléchir un petit peu plus. Je pense que le mieux c'est d'attendre. Hein. 4 raiders dans le désert. À droite ou à gauche? La sempiternelle question. Moi je dirais plutôt à gauche. Et moi à droite. Pourquoi tu dis à droite quand je dis à gauche? Esprit de contradiction, cher ami. Bon, tu vas à gauche et moi je vais à droite. Voilà. Le soleil, ça y va. Hein. Docteur Isaac Bodok, vous êtes responsable du service dermatologie à l'hôpital des Broussailles à Cannes. Est-il raisonnable de pratiquer le bain de soleil sur l'altiplano? Non, absolument pas. Il faut vraiment, au contraire, augmenter encore la protection solaire. Pour quelle raison? Plus vous montez en altitude, et plus la distance du soleil vers vous est plus courte. Et donc plus vous subissez l'influence des rayonnements solaires. Premièrement. Deuxièmement, au niveau de la latitude, c'est de la même manière, la distance, le trajet que va mettre le rayon de soleil pour arriver du soleil à vous-même va être diminué de 25 à 50% en fonction de la localisation où vous vous trouvez. Donc il est évident que plus vous allez vous rapprocher de l'équateur, premièrement, et deuxièmement, plus vous allez monter en altitude, et plus vous devez, de manière extrême, vous protéger du soleil. Avant tout, chapeau, vêtements, casquettes, lunettes. Les lunettes, vous savez, il ne faut pas les oublier aussi, des lunettes assez larges. Parce que, vous savez, quand on porte des lunettes très, très filtrantes, on a une mydriase qui se produit, en fait la pupille se dilate, et vous pouvez avoir latéralement des rayons ultrasoleil qui vont rentrer facilement, qui vont abîmer la rétine. Alors il faut avoir des lunettes de soleil qui protègent, qui sont carrément fermées au niveau des extrémités si vous montez en altitude. Ça c'est pour les yeux. Concernant la peau, les crèmes solaires bien entendu, mais à renouveler toutes les 2 heures. Et toujours en couche épaisse. Alors on risque bien sûr, tout d'abord le coup de soleil. Et on sait que ce sont les coups de soleil qui vont favoriser le mélanome malin. Ça peut mettre 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et très souvent jamais. Dieu merci, c'est une humeur qui est relativement rare. La protection solaire, certes les crèmes, mais d'abord, elle est vestimentaire. Le vent, omniprésent. On passe son temps à se protéger les uns les autres des rafales qui soulèvent la poussière et se renforcent au fil de la journée. Vient-il à souffler par le travers? Nous roulons en formation, tels des oies sauvages. Rester collés le plus possible, fixer du regard la roue de celui qui précède, ne pas la quitter de crainte de se faire distancer.
4 km et on perd le repère de celui qui était devant. Ah, ça va, mais on est à plat, le sol est nickel pour une fois. Et on a un vent d'enfer, il n'est que 8h56. Un seul arrêt et c'est la course pour remonter la troupe, avec cette fois le vent pour soi tout seul. Tambo Kemado, le premier bivouac, dressé tant bien que mal dans le vent et le froid face au volcan Sarama, sommet de la Bolivie, 6540 mètres de fureur et de basalte dominant une plaine sans limite. Une première nuit au milieu de nulle part, à 4400 mètres, le souffle court, le sommeil agité, le soroche prêt à nous gagner. Tu dis, cette nuit j'ai du mal à dormir, j'étais un petit peu essoufflé. Mais là je reprends un peu. Mais on est plus tous les matins on est toujours en forme, j'ai remarqué. Je sais pas si l'altitude qui fait ça, mais on est toujours en forme. Mais j'ai pas tellement beaucoup d'appétit. Aujourd'hui on est au pied du mur là. On va attaquer le vrai désert, mais aussi on va attaquer les paysages merveilleux pour lesquels on est vraiment venu ici. C'est-à-dire un volcan comme celui-là, là-bas derrière, qui s'appelle Sarama, et qui est une pure merveille. On va traverser des zones désertiques où il n'y aura que nous, face à nous. Et puis on va voir des lagunes merveilleuses, des lagunes colorées, des lagunes vertes. On va voir d'autres volcans, on va voir des déserts de pierre, on va voir des paysages magnifiques. Alors on espère simplement que toute l'énergie qu'on va mettre à traverser ces régions va nous être rendue par cette terre primitive, initiale, qui est tellement riche, tellement forte, qu'elle va nous aider à traverser, à faire ce périple. Parsemée de maigres touffes d'herbe, si fine qu'on se demande comment une telle délicatesse peut survivre en ce lieu, mais si piquante qu'on a vite compris que s'y aventurer ne peut être réservé qu'à de rares lamas, alpagas et autres vigognes sauvages rompus depuis longtemps à faire disette. Lagunas oubliées de tous tellement, il est difficile d'imaginer que de l'eau puisse ainsi persister en ces lieux inhospitaliers. Laguna Macaya, Laguna Hedionda, Laguna Verde, Laguna Colorada. S'arrêter le temps d'une nuit sur la rive de la Laguna Saltada, en pleine tempête de vent, accrocher la tente aux pierres avoisinantes et plonger nos mains glacées dans cette vasque d'eau chaude sortie de la terre, nous procurant le réconfort domestique nécessaire au maintien de notre morale. S'éveiller au petit matin, alerté par les cris des flamants roses, marchant délicatement sur les eaux glacées de la Laguna Cañapa, à près de 5000 mètres d'altitude. Se dire que ce tableau-là est l'œuvre de la nature, de ces infinies ressources pourtant si simples. De l'eau, une pincée de sels minéraux arrachés aux volcans avoisinants, une ration d'algues et de plancton maintenus en vie dans ce courbouillon par le feu même de la terre qui vient s'épancher là de ses vapeurs fusionnales. Le vent froid rabat en délicates volutes blanchâtres ces nuées évanescentes à la surface de ce miroir tendu au dieu soleil des Incas. Salar de Coipassa et d'Uyuni, impossible d'oublier ces merveilles de la nature, ces énigmes géologiques, ces colossales masses de sel répandues là, sur plus de 12 000 km², l'équivalent de 2 départements français.
On doit rouler sur 300 km pour le traverser. C'est la plus grande concentration de sel au monde. 11 couches de sel superposées de 2 à 20 mètres d'épaisseur chacune. Fragments d'océan projetés là, voilà 12 000 ans, à 4 000 mètres d'altitude. Dépressions éternellement salées, ceinturées de volcans et de sommets. Émergeant de ce gigantesque marais salant, des îles, au nom évocateur d'une réalité imaginaire, Isla de los Pescadores et Isla Pescado. Havre minéral, dans cet univers cristallin immaculé, accueillant ces voyageurs d'un autre monde, perchés sur leurs esquifs à 2 roues, ces vélos tout-terrain qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Nous abordons cette terre quasi sauvage en s'enfonçant au creux d'une baie qui pourrait ressembler à celle d'un club de vacances. Face à une mer sans vagues, un rivage pétrifié par le sel, une grève de fin gravier dont on devine encore jusqu'où la dernière écume s'est évanouie, une terre boursouflée par la dernière éruption volcanique, une roche à vif, torturée, coupante au moindre faux pas, et enfin le coucher de soleil flamboyant, comme pour se mettre en harmonie avec le feu de la terre qui l'a fait naître ici.